Au sommaire de ce journal, marché des assurances, l'impact de la digitalisation de l'assurance auto sur la croissance des marchés nationaux. Innovation dans les milieux de l'assurance. NCA Vie a lancé NCA Sinistre Online pour ses assurés. À RTCI Days 2024, le régulateur des télécommunications et les acteurs optent pour le renforcement de la cybersécurité. Et enfin, promotion des PME. Les Journées nationales promotionnelles des petites et moyennes entreprises 2024 lorgnent sur les financements alternatifs. Tout de suite pour les précisions. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Ouvrons cette édition en nous rendant au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan où se tient la 10e édition des forums des marchés d'assurance de la FANAF, ouvert par le directeur général du Trésor public ivoirien en présence des sommités de l'industrie assurantielle africaine. La 10e édition fait place aux réflexions. Ce vendredi 8 novembre, l'un des thèmes abordés est l'impact de la digitalisation de l'assurance automobile sur la croissance des marchés. Les cas de la Côte d'Ivoire et du Sénégal en revue pour généraliser la digitalisation aux autres pays. Monésir Nascimento, Marius Siri et Tima Traoré nous en parlent. Dans un contexte marqué par des cas de fraude, de lenteur dans la délivrance des attestations d'assurance auto, de manque d'outils de contrôle et de suivi, d'absence de maîtrise des statistiques, les acteurs du secteur de l'assurance en Côte d'Ivoire et au Sénégal ont pris une décision, celle d'aller vers des outils novateurs qui solutionnent toutes ces difficultés. Ces acteurs, notamment les assureurs, les réassureurs, les assureurs conseils, les forces de l'ordre, les directions d'assurance et les souscripteurs, ont convergé vers la digitalisation de l'attestation de l'assurance automobile. Au cours de la 10e édition du Forum des marchés d'assurance, la Côte d'Ivoire, à travers la GIE Azassi Technologies et l'AS du Sénégal, ont partagé cette expérience tapis de défis. Des défis de communication, de convergence de points de vue des acteurs, défis techniques et sécuritaires et la protection des données à caractère personnel. Comme tout projet technologique, c'est un projet complet, un projet structurant qui devait embarquer l'ensemble des compagnies d'assurance avec tous leurs réseaux, c'est-à-dire les agents généraux, les courtiers. Il y a aussi les forces de l'ordre qui sont embarquées. Il y a également la direction des assurances, le fonds de garantie automobile. Donc tous ces acteurs-là devaient être embarqués dans tout le processus. Et donc techniquement, il fallait prendre en compte les problématiques de chaque entité dans, la conception de la solution. Nous nous sommes entendus déjà au niveau du marché à mettre en place ce projet-là et nous sommes allés vers la tutelle, la direction des assurances. Nous sommes allés également vers le ministère pour exposer ce problème-là. Ensuite, toutes les autres structures étatiques comme la police, la gendarmerie, le ministère des Transports, on leur a présenté le projet et ils l'ont accepté, ils se sont même l'approprié. L'impact de ces réformes de haute dimension dans le secteur assurance a été ressenti dans plusieurs domaines, créant des plus-values pour ces deux pays. Et lorsque vous regardez le nombre de véhicules assurés dans le passé, avant la digitalisation, 525 000, aujourd'hui on est passé à 1,5 million, plus d'1,5 million à l'heure où je vous parle, vous voyez que la non-assurance était beaucoup développée. Donc avec la digitalisation, on a permis de capter de nouveaux véhicules qui n'étaient pas assurés et les contrôles sont beaucoup plus corsés. Aujourd'hui avec les projets de vidéo-verbalisation, il y a possibilité donc de scanner ou de checker une plaque d'immatriculation d'un véhicule qui passe et puis après lui envoyer une contravention par SMS. Donc tout le monde joue le jeu et je vous assure que c'est un vrai projet et ça a permis d'accroître le chiffre d'affaires des compagnies d'assurance. Moi j'ai vu des compagnies qui ont fait plus de 160% de croissance, 250%. Et aujourd'hui, quand on compare les chiffres, je vais vous donner un chiffre, rien que sur les attestations digitales, nous sommes aujourd'hui en l'espace de 3 mois à 13 milliards 900. Alors que le chiffre d'affaires de la RC Automobile en 2022 était de 22 millions. En 2023, il est passé à 23 millions parce qu'il y a eu la centralisation, donc on ne peut plus magouiller ou frauder sur les attestations. Et aujourd'hui, le chiffre que je vous donne, c'est compte tenu des attestations payées au niveau du transport public de voyageurs, mais également des attestations qui ont été commercialisées du 1er janvier au
30 mars. Les panélistes sont convenus au sortir des échanges de ce que la transformation digitale a aussi bouleversé la relation que les compagnies d'assurance entretiennent avec les autres acteurs, notamment les courtiers. Le digital oblige les assureurs à instaurer des normes facilitant l'échange d'informations entre les compagnies et les autres acteurs. Restons dans le cadre du Forum des marchés d'assurance. L'Afrique, avec sa diversité économique et démographique, se présente comme un terrain fertile pour le développement des marchés d'assurance. Alors que le continent fait face à des défis variés, le rôle de l'assurance vie et non-vie devient de plus en plus crucial pour stimuler la croissance des marchés d'assurance. Telles étaient les communications des acteurs du secteur de l'assurance au cours du Forum des marchés d'assurance. Les détails avec Anja Sémion. Plusieurs communications ont été données lors de la 10e édition du Forum des marchés d'assurance. Parmi ces communications, l'on a pu retenir que l'assurance vie joue un rôle fondamental dans la croissance des marchés d'assurance en Afrique. Selon Amri Kamega, dans la zone CIMA, la Côte d'Ivoire enregistre un bond significatif dans le poids des marchés avec 44%. Une performance due à plusieurs facteurs catalyseurs de croissance sur le marché. Donc en termes de diversité, c'est un point intéressant parce que en tant que terre d'accueil attractive, la Côte d'Ivoire arrive à maintenir ses compétences locales formées en Côte d'Ivoire, arrive à attirer les Ivoiriens de la diaspora et arrive même à attirer des compétences étrangères, qu'elles viennent de l'Occident ou d'autres pays africains. Et donc tout ça fait qu'on a une diversité de compétences qui est riche et utile pour le marché. Donc la quantité même des acteurs compétents, professionnels, est importante en Côte d'Ivoire et contribue donc à cette bonne dynamique du marché. Et enfin aussi en termes de qualité, parce qu'entre compétences, on s'enrichit mutuellement et donc du coup on approfondit ses propres compétences en côtoyant d'autres compétences sur le marché. L'assurance non-vie, qui englobe des produits tels que l'assurance automobile, l'assurance habitation et l'assurance santé, est tout aussi vitale. Ce marché en Côte d'Ivoire est principalement développé sur les bords de la lagune Ébrié et aux environs. Et pourtant, l'accès à des services d'assurance non-vie est souvent limité dans les zones rurales. Le rôle de l'assureur, déjà, c'est d'accompagner les opérateurs économiques et les particuliers même dans l'exercice de leur activité. À l'intérieur du pays, il y a des zones industrielles. À Boaké, il y a des ports secs, il y a de l'activité. Notre rôle en tant qu'assureur, c'est d'accompagner la population dans le développement de ces activités. Donc pour moi, on ne doit pas se cantonner seulement à Abidjan. Prenez le cas de San Pedro, qui est le deuxième pôle économique de Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on se déplace pour aller là-bas, pour aller vendre l'assurance, pour préserver, pour protéger le patrimoine de ceux qui investissent dans ces localités. Et la Côte d'Ivoire, au-delà de tout, c'est un pays agricole. À l'intérieur du pays, c'est là-bas qu'on trouve les gros planteurs, qu'on trouve les grosses coopératives. Donc pour moi, on ne peut pas développer l'assurance en restant à Abidjan. Le rôle des sociétés d'assurance dans la croissance des marchés des assurances en Afrique est indéniable. Pour maximiser leur impact, il est crucial d'améliorer la sensibilisation, d'adapter les réglementations et de développer les infrastructures. Une autre page sur l'assurance. Faire sa déclaration de sinistre en quelques clics et le tout sans se déplacer en agence. C'est désormais possible avec NCA Vie et ce grâce à NCA Sinistre Online, une plateforme digitale que le groupe ivoirien a développée dans le but de faciliter la tâche à ses assurés tout en accélérant le processus de traitement des dossiers. La plateforme a été officiellement lancée jeudi au siège de NCA Vie, au de Plateau Les Vallons, en présence de Issa Badini et Richard Akeke. Ça s'appelle NCA Sinistre Online, une plateforme digitale conçue par NCA Vie Assurance pour les cas de déclaration des sinistres, de suivi des dossiers ou encore de vérification de la disponibilité ou non des règlements. Le tout en un clic sur les sites du groupe sans bouger de chez soi. Le process de l'application, c'est simple. En 5 clics, le client peut faire la déclaration. Donc, pour effectuer une déclaration, il se rend sur le site de NCA Vie Assurance. Il cherche l'onglet NCA Sinistre Online. Il clique sur l'onglet et il a accès au menu de l'application.
Lorsqu'il accède au menu de l'application, il clique sur le premier onglet, c'est-à-dire « Je déclare un sinistre ». À travers ce menu-là, il y a un système d'identification du client et il pourra effectuer sa déclaration en 5 étapes après l'identification du client. Le premier gain que l'assuré aura sera déjà de pouvoir effectuer ses déclarations en 5 minutes. Il n'a pas besoin de venir dans nos agences, de chez lui, à tout moment, 24 heures sur 24, il pourra faire ses déclarations. Le deuxième gain, c'est la capacité qu'il aura de suivre complètement ses contrats. C'est-à-dire que de bout en bout, dès lors qu'il a fait sa déclaration, il saura exactement là où son dossier se situe, à quel niveau de traitement il est, et il pourra voir les pièces dont on a besoin et les pièces qu'il aura à fournir. Gagner en temps, en argent et en transparence, selon Mme Touré, qui note que son groupe s'est également investi pour que les données des assurés soient le mieux possible sécurisées. Nous travaillons sur notre site web qui est entièrement sécurisé et qui permet justement à nos clients de faire leurs transactions en toute liberté, en toute sécurité. Dans sa quête d'innovation et de simplification, NCAV multiplie le développement des canaux digitaux. En effet, NCA Sinistre Online rejoint deux autres plateformes du groupe. La plateforme de mise à jour des clients et celle de recherche de contrats. Selon la direction générale, le niveau de prestations payées en 2023 s'élève à un peu plus de 29 milliards de francs CFA. Parlons à présent de technologies numériques. Avec l'extension de leur usage, le nombre de cyberattaques a explosé ces dernières années. Les menaces deviennent de plus en plus sophistiquées, ciblant les usagers de tout genre. Face à la menace grandissante, il faut agir. C'est tout le sens des ARTCI Days qui se tiennent à Abidjan du 7 au 8 novembre 2024. L'espace veut permettre aux acteurs de disséquer la menace et y apporter des solutions durables. Le récit de Mondésir Nascimento. 9,206 milliards de francs CFA, c'est le montant du préjudice financier subi en 2023 en Côte d'Ivoire par les usagers des télécommunications. Ce chiffre a été rendu public à la deuxième édition des ARTCI Days, tenue du 7 au 8 novembre 2024. L'objectif de ce rendez-vous des acteurs et du régulateur national des télécommunications est de sensibiliser la population aux enjeux de la cybersécurité et de renforcer la collaboration entre les acteurs du secteur. Le directeur général de l'ARTCI, Touré Namawa, à l'ouverture de cette deuxième édition, a souligné la responsabilité collective de protéger cet espace numérique qui façonne l'avenir. Pour elle, l'inclusion numérique sans la cybersécurité est un projet inachevé. Régulation et cybersécurité au service de l'inclusion numérique, protéger les citoyens et favoriser la croissance des entreprises est le thème que nous avons choisi pour cette journée. Il reflète non seulement l'actualité, mais aussi l'urgence d'agir collectivement pour renforcer notre écosystème numérique. L'inclusion numérique sans la cybersécurité est un projet inachevé. Pour que chaque citoyen puisse accéder aux bienfaits du numérique en toute confiance, il est essentiel de bâtir un espace en ligne sécurisé où la protection des données personnelles est garantie et où les cybermenaces sont efficacement contenues. Pour Narcisse Ekissi, directeur de cabinet représentant le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, l'État de Côte d'Ivoire s'est résolument engagé dans une lutte sans merci contre la cybersécurité qui menace les fondements même de l'économie ivoirienne, mais aussi de la démocratie. Ce qui a conduit à la création par le gouvernement de l'Agence nationale de sécurité et systèmes d'information pour centraliser et piloter la stratégie nationale de cybersécurité. En organisant cette deuxième édition des journées, le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, à travers l'ARTCI, réaffirme son engagement à œuvrer en faveur d'une société numérique en confiance. C'est donc avec un sentiment d'optimisme que nous envisageons un avenir de notre cyberespace national et régional dans lequel chaque acteur aura accès à des infrastructures et services numériques sécurisés. Régulation et cybersécurité au service de l'inclusion numérique, protéger les citoyens et favoriser la croissance des entreprises est le thème de cette édition. Au nombre des activités, des panels et conférences animés par des experts tant nationaux qu'internationaux, des stands d'exposition pour les éditeurs de solutions et les fournitures de services de cybersécurité, ainsi que des sessions de networking B2B.
Il s'agit également dans ce journal d'une rencontre de haut niveau qui s'est tenue entre les ministères sectoriels et les partenaires au développement dans le cadre de la mise en œuvre de Abidjan Legacy Programme. Une rencontre qui avait pour but de faire le bilan des engagements pris pour la mobilisation des ressources, de suivre l'exécution des programmes financés sur ressources extérieures et de l'État. Par ailleurs, il s'agissait de recueillir les recommandations et suggestions pour améliorer la mise en œuvre de Abidjan Legacy Programme. Reportage Fulgence Canon et Ezekiel Siri. Le programme Abidjan Legacy Programme représente une initiative ambitieuse de restauration des écosystèmes dégradés en Côte d'Ivoire, visant à transformer les conditions de vie dans les zones rurales tout en stimulant la productivité agricole. Ce programme, centré sur l'amélioration des moyens de subsistance des jeunes et des femmes, cible des actions concrètes pour relancer l'agriculture durable et renforcer la résilience des populations face aux défis environnementaux. Lors d'une rencontre de haut niveau, rassemblant ministères sectoriels et partenaires au développement, les responsables du programme ont partagé l'état d'avancement des projets en cours. Les participants ont également exploré les contributions techniques et financières des partenaires et formulé des recommandations pour maximiser l'efficacité et l'impact du programme dans les communautés rurales. Actuellement, 112 projets sont en cours dans les 15 districts de la Côte d'Ivoire, touchant directement la vie de nombreuses communautés. Grâce à ce programme, les revenus de 300 000 personnes ont augmenté, tandis que 500 000 autres personnes ont constaté une amélioration notable de leur production agricole. Un financement de 2,1 milliards de francs CFA a été mobilisé pour appuyer les paysans et les ministères concernés. Les résultats concrets de ces initiatives se reflètent sur le terrain avec des impacts significatifs observés après 2 ans de mise en œuvre, en particulier pour les femmes et les jeunes, souligne le coordonnateur Abou Bamba. Premier objectif, c'est de faire le point déjà avec les bailleurs de fonds et les partenaires de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet-là qui est financé effectivement en grande partie par ses partenaires techniques et financiers. Et puis aussi de nous aligner avec les outils de planification de développement qui sont en cours en ce moment dans notre pays et pilotés aussi par les différents ministères sectoriels, le cabinet du Premier ministre, etc. Mais surtout aussi nous assurer que nous sommes sur la bonne voie en termes de trajectoire pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés dans le cadre d'Abidjan Legacy Programme, c'est-à-dire atteindre au moins 85% de sécurité alimentaire et créer le maximum d'emplois possibles dans les zones rurales en Côte d'Ivoire pour les jeunes et pour les femmes. La Banque mondiale appuie le Abidjan Legacy Programme par plusieurs aspects. Pour en citer quelques-uns, il y a par exemple l'appui avec un projet d'irrigation qui va permettre de réaliser des barrages pour 45 millions de mètres cubes d'eau. L'unité de coordination de l'Abidjan Legacy Programme a également présenté un bilan couvrant la période du 1er juin 2023 au 30 septembre 2024, détaillant les progrès accomplis sur les 4 composantes principales du programme. Ces résultats confirment la capacité de ce programme à redonner vie aux écosystèmes tout en stimulant le développement économique des communautés locales. Une page sur le renforcement de capacités. La ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Oloto, a présidé au Palais de la Culture d'Abidjan la cérémonie de remise de parchemin à 970 auditeurs en management des administrations publiques. L'objectif est de former des fonctionnaires nouveaux qui répondent aux attentes du ministère de tutelle dans son fonctionnement et dans ses ambitions. Ce sont des agents issus de 15 départements ministériels qui ont été formés au cours de cette année 2024. Il s'agit de 52 cadres supérieurs, 148 cadres intermédiaires et 770 chefs de service. Dans le cadre de la formation triennale 2022-2023-2024, le Centre africain de management et perfectionnement des cadres CAMPC a formé 1600 chefs de service et autres collaborateurs en management public et leadership transformationnel. Les auditeurs sont prêts à fournir un service de qualité dans leurs différents services. C'est de mettre en pratique tout ce que nous avons reçu comme formation.
au niveau de cette formation, nous avons appris à être de bons managers, donc à savoir travailler en équipe. Une occasion pour le CAMPC et le MDE Business School de remercier la ministre d'État pour avoir initié ce vaste programme de formation au profit des fonctionnaires et agents de l'État. Je voudrais traduire toute la gratitude de l'équipe du CAMPC à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au gouvernement de Côte d'Ivoire et à vous, Madame le ministre d'État, pour la confiance manifestée au CAMPC en l'associant à ce programme de renforcement des capacités en vue d'une administration publique républicaine et performante. Je voudrais vous féliciter pour votre engagement à être de bons leaders. Des leaders qui, à compter de ce jour, nous aideront à la transformation culturelle de notre administration. Elle a promis de poursuivre ce programme de formation. Pour ce programme triennal, ce sont plus de 2500 fonctionnaires et agents de l'État qui ont été formés en management des organisations publiques par le Centre africain de management et perfectionnement des cadres CAMPC et le MDE Business School. Une note sur la promotion des PME. Financement alternatif, levier de stimulation du développement et de la performance des PME. C'est le thème choisi pour les Journées nationales promotionnelles des PME édition 2024. Avec cette thématique, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises a voulu lever le lièvre sur la question de la levée des fonds. Véritable casse-tête chinois dans les milieux des PME et TPME. Les travaux se déroulent à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire, en présence de Issa Badini et Richard Akeke qui étaient dans les coulisses. C'est une foire géante. Des dizaines d'entreprises en mode exposition-vente dans cette salle dédiée. Un gros marché de circonstances où chaque entreprise vient s'attirer les regards. Ceci est la conséquence des Journées nationales promotionnelles des PME. 10e édition du genre, ces journées ont pris les couleurs et les gants de la finance alternative, d'où le thème financement alternatif, levier de stimulation du développement et de la performance des PME. Initiatrice des JNPME, la Fédération ivoirienne des PME. À l'ouverture de cette édition 2024, le président de la fêtière est revenu sur les difficultés liées à la levée des fonds, d'où cette fenêtre ouverte sur les financements alternatifs. Cette 10e édition de la Journée nationale promotionnelle des PME est une occasion exceptionnelle pour nous de pouvoir présenter l'agence et réaffirmer l'appui que nous apportons aux PME exportatrices. 10 262 milliards de besoins exprimés, alors que selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, les banques en 2023 ont accompagné les PME à hauteur de 1000 milliards de francs CFA. Un gap très important entre la demande et l'offre, d'où cet appel de Souleymane Diarra Souba. Nous ne pouvons que lancer un appel à nouveau au secteur financier d'accélérer la cadence, parce que le gouvernement essaie d'aller très rapidement et également les PME, le secteur privé a confiance en l'État de Côte d'Ivoire, prend des initiatives, crée des sociétés, sont sur des projets, mais les opérateurs économiques ont besoin de plus de financement. Et nous savons que nous pouvons compter sur vous. Selon les chiffres en notre possession, les besoins en financement des TPME formelles en Côte d'Ivoire sont passés de 3 574 milliards en 2016 à 10 222 milliards en 2024. Ces besoins prennent en compte le besoin en capital, la trésorerie, le fonds de roulement, le financement d'amorçage et les garanties financières. En attendant que cette plaidoirie ministérielle tombe dans de bonnes oreilles, il n'y a qu'à voir le poids des PME et TPME dans l'économie nationale. 98% du tissu économique, emploie 23% de la population, représente 12% du développement national et 20% du PIB, selon le ministre Diarra Souba. Qui dit mieux? 7 et 8 novembre, ce seront 2 jours de panels, de communication, de partage d'expériences et de B2B
sur la finance alternative afin de porter le poids des PME à 30 voire 40% du PIB d'ici quelques années, comme le souhaite le président Kanigi Ouattara. Un autre événement tout aussi important, le Salon international des produits et services d'Afrique et de ses outre-mer, débuté le jeudi 7 novembre 2024 à Abidjan lors d'une conférence de presse. Durant 3 jours, ce salon offrira aux entrepreneurs et entreprises des tables rondes, conférences, ateliers et animations culturelles pour stimuler les échanges et le réseautage, pour améliorer leurs standards commerciaux qui servira à renforcer leur image de marque et développer leur activité à l'international. Sandrine Kwame. Les parties prenantes de l'écosystème de la finance numérique en Côte d'Ivoire ainsi que les acteurs publics et privés sont présentes à cet atelier de restitution. Cette rencontre co-organisée par l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire et l'Agence de promotion de l'inclusion financière de Côte d'Ivoire avec l'appui du SEGAP est pour eux l'occasion de notamment connaître les résultats de l'enquête de suivi sur les risques de la finance numérique pour les consommateurs en Côte d'Ivoire et mesurer l'évolution qui a pu être apportée en matière de protection des consommateurs depuis 2022. Par services financiers numériques, entendez tout ce qui est mobile money et donc tous ces opérateurs qui travaillent à développer l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Il s'est avéré qu'avec l'arrivée de ces opérateurs, donc des émetteurs de monnaie électronique, on a eu une autre consommation, un autre type de consommation des finances, dites aujourd'hui finances numériques. Il s'agissait pour nous aujourd'hui, après l'étude qui a été menée en 2022, de faire l'état d'avancement des critiques qui avaient été portées. On avait beaucoup de critiques liées aux fraudes massives, aux mauvaises transactions et également à la dispersion des données des clients. Aujourd'hui, nous avons noté une avancée significative avec notre partenaire, le SEGAP et l'APIF, noté une avancée significative des problématiques qui avaient été énoncées en 2022. La question sous-jacente, celle qui demeure, c'est l'utilisation des services numériques par le genre, donc par les femmes, et surtout dans nos milieux, dans nos zones rurales. Et c'est cette thématique qui nous réunit aujourd'hui. C'est une enquête par téléphone qui a été conduite auprès d'un échantillon représentatif des utilisateurs de mobile money en Côte d'Ivoire. Et les résultats ont permis de révéler une amélioration significative avec une baisse de l'exposition aux principaux risques des utilisateurs des services de mobile money. Donc c'est très encourageant, ce qui veut dire que les efforts qui ont été menés par à la fois les acteurs privés et les acteurs publics ont porté leurs fruits. L'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire est un instrument public, gratuit, inclusif et indépendant. Il vise à adopter de meilleures pratiques en matière de réglementation financière, d'éducation du consommateur et améliorer l'inclusion financière et les conditions de financement de l'économie. Sécurité alimentaire. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'Union européenne, a lancé le programme SAFAF, Sécurité alimentaire de la fourche à la fourchette. Un programme transformateur scellé entre l'OCPV et l'ONG européenne Lady Agri, qui vise à renforcer la sécurité alimentaire nationale et à autonomiser les femmes et les jeunes dans le secteur du vivrier. Dirigé par le ministre du Commerce et celui de l'Agriculture, le programme SAFAF a été dévoilé lors d'un business forum. C'est un partenariat entre la Côte d'Ivoire, l'Union européenne et la société civile en vue de rendre l'agriculture ivoirienne plus résiliente. Cela se traduira par un accompagnement des femmes dans l'agri-entrepreneuriat en mettant à leur disposition des outils, des connaissances et des infrastructures nécessaires pour prospérer sur le marché du vivrier, ce qui transformera les défis de l'insécurité alimentaire en opportunités selon les autorités ivoiriennes et européennes. Nous félicitons l'initiative de ce partenariat entre Lady Agri et l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers qui va apporter un plus, je veux dire, en ce qui concerne l'accessibilité et la disponibilité, la réduction des pertes post-récolte pour que ce secteur de la production du vivrier et de la commercialisation des produits vivriers soit un secteur qui soit également pourvoyeur d'emplois pour nos jeunes et nos femmes. Donc je voudrais profiter de votre micro pour lancer un appel aux opérateurs économiques, aux investisseurs,
a investi massivement dans le secteur du vivrier. Alors évidemment, en tant que partenaire très privilégié de la Côte d'Ivoire, depuis 1961, l'Union européenne est vraiment ravie de cofinancer ce projet à titre de 10 millions d'euros, donc ça fait 6,7 milliards de francs CFA, avec donc Lady Agri en consortium avec l'OPCV, pour justement, comme a dit Monsieur le ministre, renforcer la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire. C'est très clair que le secteur vivrier est crucial. L'OCPV et Lady Agri, chargés de l'exécution du programme SAFAF, nous expliquent les thèmes de leur partenariat. Concrètement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons, au niveau de ce qui concerne, la commercialisation, ce que nous allons faire, c'est d'aider d'abord les femmes à assurer, la précollecte et le groupage des productions. Parce qu'un des problèmes, c'est que les gens arrivent à produire dans des zones assez difficiles, mais qui n'arrivent pas à acheminer ces produits-là sur les marchés. Mais il faut l'investissement, il faut les accompagner à passer le cap vers une structuration de la filière, une professionnalisation pour qu'elles puissent avoir accès à l'équipement, elles puissent réduire leurs pertes post-récolte et elles puissent véritablement accéder au marché et marché lucratif. 12,6% de la population ivoirienne vit dans l'insécurité alimentaire, pendant que l'agriculture elle-même subit 30% de pertes post-récolte. La question de l'autonomisation des femmes nous intéresse. Après 2 éditions réussies au Sénégal, le colloque international sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest dépose ses valises à Abidjan pour la 3e édition. Ouvert le jeudi 7 novembre, ce colloque international réunit des experts et chercheurs pour 2 jours de réflexion sur des solutions innovantes afin de reconnaître, réduire et redistribuer le travail non rémunéré des femmes. Une initiative du Centre ivoirien de recherche économique et sociale CIRES avec l'appui de plusieurs partenaires dont l'ONU Femmes et le Centre de recherche pour le développement international. Konena Norgo et c'est ici. C'est une grosse prise pour le ministre Kofi N'Guessan dans sa quête de réformer le système de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Le géant de l'hôtellerie Accor est désormais partenaire au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. À partir de ce jeudi 7 novembre 2024, date de signature de la convention de partenariat, les 2 partenaires entendent travailler pour la gouvernance et la révision des curricula de manière à mettre à disposition des apprenants compétents répondant spécifiquement aux besoins de l'économie ivoirienne et du continent. C'est donc le début de la co-construction d'un système de formation professionnelle compétitif, fruit du partenariat public-privé. Avec le secteur privé, nous travaillerons en synergie pour plusieurs raisons. D'abord, la qualité des programmes destinés à la formation des apprenants, les stages en immersion, les stages de fin de formation, la qualité, les compétences dévolues aux apprenants, tout ça, on le doit aussi aux utilisateurs, aux employeurs. Donc comment former selon les profils demandés et donc comment former selon les exigences du marché. Et donc en venant vers le secteur privé, nous allons comprendre leur fonctionnement, comprendre ces profils et faire en sorte que nous puissions adapter maintenant nos programmes de formation aux réalités du marché. Monsieur le ministre fonde beaucoup d'espoir, mais nous fondons aussi beaucoup d'espoir. Le groupe Accor a 8 hôtels aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et nous avons besoin. Nous avons besoin d'avoir des personnes qualifiées, nous avons besoin de développer des personnes. Donc bien entendu, ce partenariat va nous amener cette richesse en termes d'effectifs et ce développement des talents locaux. Donc bien entendu, Monsieur le ministre peut compter sur nous et je suis sûr que je peux compter sur Monsieur le ministre. Avec plus de 5000 hôtels dans le monde, dont 8 en Côte d'Ivoire, le groupe Accor est donc un partenaire clé pour le ministère en charge de la formation professionnelle dans les domaines de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, du management et des services. En Côte d'Ivoire, le groupe emploie plus de 2500 personnes. Ce partenariat qui débute ce jour a une durée de 2 ans renouvelable. Femmes dans un autre secteur.
La 3e édition des Journées scientifiques internationales de la femme chercheur se tiennent du 7 au 9 novembre à l'Institut des sciences et techniques de la communication à Cocody. Ces journées qui ont démarré jeudi visent à partager des travaux des femmes chercheurs et promouvoir un développement durable face au changement climatique, à la pauvreté et aux inégalités. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara, du directeur de l'ISTC Polytechnique et de plusieurs associations de chercheurs. Reportage signé Amiko Robara et Christian Guilly. L'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication, a abrité la 3e édition des Journées scientifiques internationales de la femme chercheure de Côte d'Ivoire. Cet événement met en lumière les travaux et initiatives scientifiques portés par des femmes. Placée sous le thème « La résilience des femmes face aux changements globaux », cette édition démontre la détermination des femmes chercheurs à jouer un rôle clé dans le développement de l'Afrique. Les objectifs visés, on vous parle de changements globaux. Donc vous voyez tout ce qui a trait au changement climatique, les retombées de ce changement climatique, c'est pouvoir résoudre vraiment ces problèmes. Comme retombées du changement climatique, vous voyez les catastrophes naturelles, on a tout ça, les inondations. Donc c'est pour montrer maintenant au cours de ces journées-là ce que la femme chercheur peut faire. Adama Diawara a salué les contributions des femmes chercheurs aux avancées scientifiques de la Côte d'Ivoire, tout en rappelant les défis auxquels ce secteur fait face. Les assises de cette nature permettent de faire connaître notre richesse scientifique et notamment les grands résultats acquis par notre richesse scientifique. J'ai profité d'ailleurs pour dire que la recherche ivoirienne, contrairement à ce que certaines personnes pensent, permet d'avoir des résultats. J'en veux pour preuve, je l'ai dit tout à l'heure, le cacao Mercedes ou le cacao 18 mois qui a permis donc de booster la production cacaoyère de la Côte d'Ivoire, donc de booster la production de richesses de notre pays. L'Afrique est confrontée à deux problèmes systémiques, à savoir l'insuffisance de valorisation économique des résultats de la recherche et l'insuffisance de financement de la recherche. Deux problèmes systémiques qui sont en voie de résolution depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir. J'en veux pour preuve au niveau du financement de la recherche, la mise en place du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation avec un fonds d'établissement de 10 milliards placé en DAT dont les intérêts servent à financer des projets de recherche. Malgré les obstacles, les initiatives de l'AFMC ouvrent la voie à plus de parité dans le domaine scientifique. Avec seulement 18,4% de femmes dans la recherche publique, il reste crucial de soutenir et valoriser ces chercheurs qui œuvrent pour un développement durable et inclusif. Et terminons ce journal à Yamoussoukro. Dans le cadre du sport, la Fédération de Wadorio Academy Côte d'Ivoire a organisé son championnat de fin d'année récemment dans la ville. Ce championnat avait pour objectif de préparer les compétiteurs au championnat d'Afrique qui va se tenir au Gabon en 2025. Charles Kouakou dans un commentaire de Pierre Tebeu. Ils étaient plus de 100 compétiteurs, toutes catégories confondues, à participer au championnat de Wadorio Karaté en quête de talent en prélude au championnat africain qui se déroulera au Gabon en 2025. La Côte d'Ivoire se prépare à prendre une part active à cette compétition sportive et à représenter dignement les éléphants du Wadorio. Nous sommes donc à la recherche des talents et c'est pour cela que nous initions donc ce championnat-là pour pouvoir donc sélectionner des talents pour nous préparer. Passer d'ici avril 2025, nous aurons donc à défendre le couleur du pays au niveau de Gabon pour un championnat africain. Donc c'est en prélude donc, de ce championnat africain que nous avons déjà initié de faire dans des compétitions nationales. Une initiative soutenue par le ministère de tutelle. Très sincèrement remercier le président de la fédération de Wado Academy et également le président de la Ligue pour le travail abattu pour la formation de nos jeunes athlètes. Et cela dénote des lancements meilleurs pour cette discipline sportive-là qui compétit déjà au niveau international. Donc je voudrais vraiment, au nom du ministre délégué des sports et du cadre de vie, dire merci au président de la fédération pour l'initiative et les encourager dans cette démarche-là. Les parents, quant à eux, n'ont pas manqué d'assister leurs enfants dans cette aventure sportive. Nous savons tous les vertus du sport. Et le sport, à travers le sport, les enfants s'épanouissent. Vraiment, je voulais dire merci aux organisateurs. Le Qatar, je pensais que j'allais pas avoir de trophée ni de médaille. Je pensais que j'allais partir les bras ballants. Mais comme ma grosse m'a dit que si
si je partais les bras ballants, je ne vais pas rentrer à la maison. Donc ça m'a encouragé à faire le combat. Le Wadoryu est un style de karaté rapide et efficace qui comprend de nombreuses positions différentes et utilise de nombreuses techniques telles que les frappes et les blocages articulaires. Ce championnat représente donc une belle vitrine pour le talent et les engagements des athlètes ivoiriens. Eh bien, c'est sur cette note que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.